Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes avec nos invités qui sont déjà installés. Avec eux, nous reviendrons dans quelques instants sur les principales unes de ce jeudi 11e jour du mois d'octobre. Et allons tout d'abord visiter ces unes et commençons par la Nouvelle Expression qui s'intéresse ce matin au contentieux électoral et à la Nouvelle Expression qui titre donc Camto et aussi qui demande l'annulation de l'élection. Si le président du MRC sollicite l'annulation partielle de la présidentielle, le candidat du Social Democratic Front requiert tout simplement une annulation totale de ce scrutin. C'est ce que nous dit ce matin la Nouvelle Expression qui revient donc sur ces éléments portés par le MRC devant ces éléments donc demandant l'annulation partielle de l'élection avec entre autres l'interdiction d'accès aux salles de vote de certains scrutateurs du MRC avec tout aussi la présence de la liste ou du bulletin du candidat Keremouna alors que celui-ci avait quelques jours ou quelques heures avant le scrutin rallié le camp de Maurice Kamto. D'autres éléments qui portent sur l'absence des bulletins de vote du MRC dans certains bureaux de vote et bien entendu la fraude et les cas de fraude qui ont eu lieu et qui se seraient traduits par des votes multiples, la présence des noms de personnes déjà décédées sur les listes électorales. Voilà quelques éléments mis en avant par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour demander l'annulation partielle de l'élection présidentielle dans certaines régions du Cameroun, notamment le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, pour ne citer que ces régions, le nord-ouest et le sud-ouest, où où de nombreux électeurs n'ont pu se rendre aux urnes en raison de la situation sécuritaire plutôt exécrable. Et puis, de l'autre côté, c'est Joshua aussi, le candidat du SDF, du Social Democratic Front, qui lui demande purement et simplement l'annulation totale de ce scrutin au regard des irrégularités observées dans son déroulement. C'est à lire donc dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression qui, restant sur cette présidentielle du 7 octobre dernier, nous parle de Transparency International, de cette affaire Transparency et le MRC qui veut poursuivre la CRTV à Tangandi. Le porte-parole de Kamto assure que des actions injustes sont envisageables en l'encontre du MINAT et de la chaîne de radio-télévision publique. Et la situation au nord-ouest qui préoccupe tout aussi avec le maire de Kumbo qui a été enlevé. Les ravisseurs de l'élu SDF ont intercepté sa voiture hier alors qu'il se rendait du côté de Bamenda. La page 5 de la Nouvelle Expression et le comité de normalisation, les textes fondateurs qui ont été adoptés malgré les vives tensions. Les délégués à l'Assemblée générale extraordinaire ont bouclé cette étape hier du côté de Bankomo. On poursuit avec le journal Le Messager qui s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. Le Messager qui titre sur les évêques qui montent au créneau et dénonce une fraude massive lors de cette présidentielle du 7 octobre dernier. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, sous la houlette de Monseigneur Samuel Cléda, égrène le chapelet des nombreuses irrégularités qui ont émaillé le scrutin de dimanche dernier. Des irrégularités qui partent de certaines violences pour empêcher à certains scrutateurs ou mandataires de partis politiques de pouvoir accéder au bureau de vote, des irrégularités sur des fraudes massives observées ça et là, à lire donc dans les colonnes du journal Le Messager qui, restant sur cette présidentielle, donne la parole au MRC et notamment au porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou-Nissak, qui dit le MRC n'est pas complice de l'orchestration de la violence. Les confidences du porte-parole du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à lire à la page 4 du Messager de ce matin. Et puis, Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue qui échappe à un putsch. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun déjoue une réunion secrète du conseil d'administration et envoie la secrétaire générale Pauline-Thérèse Mangele à la retraite. Info Matin reste sur la présidentielle à sa grande une. Info Matin qui parle de la contribution des forces de défense sous l'impulsion du ministre de la Défense, Joseph Betty-Assomo. Leur implication a permis le bon déroulement des opérations de vote en toute quiétude. Ceci sur l'étendue du territoire national, nous dit Info Matin dans sa publication de ce
ce jeudi. Et puis en littérature, Jaffa Mendongo qui décrypte le phénomène Paul Biya. Le phénomène Paul Biya, donc, dans un essai éponyme, le ministre de l'Enseignement supérieur démontre que le chiffre 4 structure le fonctionnement atypique du chef de l'État depuis sa naissance jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Mutation, on parle de la présidentielle 2018 et du tiercé gagnant sans le Social Democratic Front. Les premiers résultats acquis des dépouillements dans plusieurs bureaux de vote classent le candidat du SDF derrière ceux du RDPC, du MRC et du Parti Univers. Les raisons d'une régression annoncée à lire dans les colonnes de mutation qui parlent ce matin, en tout cas qui propose un décryptage pour mieux comprendre cet échec du SDF lors de cette présidentielle. Contentieux post-électoral, Camto qui saisit le Conseil constitutionnel, à lire à la page 9, le journal qui parle aussi de normalisation et des nouveaux statuts de la FECAFOOT qui ont été adoptés. Le financier d'Afrique s'intéresse ce matin à la zone franc et la hausse des impôts pour freiner l'endettement des États. C'est la une du financier, du journal Le Financier d'Afrique qui ajoute que les ministres des Finances recommandent de rehausser les recettes fiscales afin de contenir le niveau d'endettement des États qui prend des proportions inquiétantes. Et puis le quotidien de l'économie qui parle de ressources naturelles ce matin à sa grande une et le Cameroun qui perd 90% de sa production d'or, nous dit le journal qui ajoute que des acteurs étatiques, sociétés civiles et partenaires au développement sont réunis depuis hier à Yaoundé pour renverser cette tendance. Ceci dans le cadre du forum sur la gouvernance minière organisé par l'association Forêt et Développement Rural, le FODER. Et puis le journal Le Jour ce matin reste sur la présidentielle et parle de faux observateurs de Transparency International. Le MRC demande une enquête. Au cours d'une conférence de presse hier, Olivier Bibounissa, que le porte-parole de Maurice Kamto, a également annoncé une plainte contre la CRTV et le Minata. Voilà donc pour les principales unes de ce matin. On n'oublie pas Émergence, voilà le quotidien Émergence qui parle de présidentielle et de la conférence épiscopale qui fustige les fraudes et les nombreuses irrégularités. À travers les conclusions rendues publiques, elle jette le discrédit sur la gestion de l'élection par le régime, l'intégralité de la prise de position des évêques dans ce journal Émergence, le quotidien. Voilà donc pour ces principales unes et nous retrouvons sur ce plateau nos invités. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Eric Martial Jomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour Guy Hervé Fongan. Vous me permettrez d'ouvrir cette émission avec une expression de sympathie. Je souhaiterais adresser mes condoléances à notre confrère Jean-François Tchanon, directeur de publication du Messager, qui a brutalement perdu son petit frère hier d'un AVC. Donc je voudrais lui témoigner ici mes condoléances et ma sympathie. Voilà, les condoléances de tout ce plateau. Alors, bon jeudi à vous, Guy Hervé Fongan. Bon jeudi, président, Eric Martial Jomo, et bonjour aux téléspectateurs qui chaque jour prennent le même plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent chez nous au Cameroun. Moi, je ne vais pas sauter la condolence, mais je vais simplement adresser un message de paix et d'apaisement à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et témoigner toute ma sympathie et mon amitié à tout le SDF qui a vu son maire enlevé, Njok Donatus, qui était le maire de Koumou depuis 1996. Qui est le maire de Koumou depuis 1996. Et il faut rappeler que c'est un des rares élus qui n'avait pas quitté sa ville depuis que depuis que le désordre a commencé. Donc là, il vient d'être enlevé par les sécessionnistes, dit-on. Et c'est un signal fort quand quelqu'un d'aussi populaire dans cette région-là réussit à être enlevé. Ça veut dire que la goutte d'eau commence à déborder le vase et que les Amazoniens, entre griffes, commencent à ratisser large et à tirer dans tous les sens. Allez, tirer dans tous les sens. On va démarrer donc avec les journaux ce matin, des journaux qui parlent essentiellement donc de ce contentieux post-électoral. La Nouvelle Expression nous parle de Kamto et aussi qui demande l'annulation pure et simple de cette élection. Camille Nélé, c'est aussi la une du journal Le Jour qui parle du MRC qui demande une enquête. Voilà, le MRC plutôt là sur les faux observateurs, mais sur ce contentieux post-électoral. Les uns et les autres nous disent
Kamto et aussi demande l'annulation, peut-être pas de la même façon, puisque l'un parle d'annulation partielle et de l'autre côté on parle d'annulation totale. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Le candidat Kamto a demandé l'annulation de l'élection dans certaines régions. Bon, l'annulation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est certainement évident dans la mesure où on sait très bien que c'est une infime partie des populations de ces deux régions qui a pu accomplir le devoir citoyen. Et bon, maintenant, quand il demande l'annulation de l'élection dans la région de l'extrême nord, on peut bien se demander pourquoi il n'y a pas eu de trouble en tant que tel. Bon, mais selon son argumentaire, il semble que là-bas, il y aurait eu des fraudes massives. Bon, donc, lui, il demande l'annulation dans certaines régions. Donc, Joshua aussi, lui, estime que cette élection devrait tout simplement être annulée, et tout simplement parce que non seulement il y aurait eu des fraudes, il y aurait eu des entorses, il y aurait eu énormément d'irrégularités, et c'est pour cela qu'il demande que ces élections soient tout simplement supprimées. Bon, c'est des postures de candidats qui, chacun à sa manière, tient à exprimer sa frustration et peut-être son mécontentement par rapport au déroulement de l'élection selon les informations qui ont pu leur parvenir. Mais toujours est-il que, bon, c'est aussi une litanie maintenant dans tous les pays africains où après une élection présidentielle, la plupart du temps, c'est l'ouverture des conflits post-scrutin et bien entendu avec à la clé beaucoup de candidats qui demandent l'annulation. Mais en attendant, ils ne peuvent exprimer cette doléance que devant la Cour constitutionnelle qui sera appréciée. Voilà, on constate justement que ces revendications ne sont pas que l'apanage de Joshua aussi ou encore de Maurice Kamto. Cabral Libby, dans une sortie reprise ce matin dans les colonnes de certains journaux, lui aussi dénonce clairement un certain nombre de fraudes massives dans certaines régions, le difficile accès aux salles de vote de nombreux mandataires de partis politiques, des situations voilà, qui poussent les uns et les autres à finalement jeter du discrédit sur cette élection. À partir de là, on comprend la posture, tout au moins, de Maurice Kamto et de Joshua aussi. Oui, on la comprend. Cette élection a été entachée de beaucoup d'irrégularités. On dira jamais assez. À côté de Cabral Libby, Serge Espoir Matoma du PURS également l'a fait. Il a dénoncé un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées. Les mandataires qui ont été refoulés dans les bureaux de vote, certains qui ont été brutalisés, etc. Les gens qu'on n'a pas permis de voter alors qu'ils avaient pourtant les noms inscrits. Donc il y a beaucoup d'irrégularités que ces candidats ont constaté au cours de cette élection, qui n'est pas de nature à garantir la fiabilité des résultats qu'on obtiendra au finish. Et je voudrais donc par cette occasion, quand même, il faut le dire, depuis le début de cette campagne, j'allais dire m'étonner quand même de la capacité du MRC à dicter l'agenda setting depuis que la campagne a commencé. Je veux dire que c'est quand même assez impressionnant. Ça peut être productif ou contre-productif, mais il faut quand même remarquer avec moi que depuis le début de cette campagne, il n'y en a que pour ce parti-là. Mais le MRC qui demande à nous dans cette région, on peut comprendre pour les gens du nord et du sud-ouest, mais d'où vient-il? Le doyen l'a relevé, que le MRC demande, par exemple, qu'on annule l'élection dans le sud. C'est quand même surréaliste. Il parle là du bourrage des urnes dans certaines régions, dans l'est et au nord, donc ça laisse quand même à désirer. Non, moi j'ai envie simplement de dire que le gouvernement n'avait pas besoin de ça. Je pense que le régime a tendu le fouet pour se faire battre et a créé les conditions de ce contentieux post-électoral-là. Parce que, rappelez-vous, dans ce que le MRC, par exemple, dénonce, ils rappellent clairement l'article 286, alinéa 1 du code électoral, un rapport au financement des élections, qui, par exemple, indique que les frais de campagne doivent être mis à disposition des candidats après la publication de la liste définitive des gens qui sont retenus. Alors, vous voyez bien que non seulement le montant a été réduit à sa plus simple expression, mais n'a même pas été remis à temps. Je pense qu'honnêtement, le pouvoir n'avait pas besoin de ça pour pourrir l'ambiance. Et on aurait pu remettre l'argent aux candidats de manière telle que c'est prescrit et c'est écrit dans le code électoral. Donc, le pouvoir ne l'a pas fait. Il va plus loin, le MRC, en indiquant aussi que il y a un litige réel autour de l'affichage, oui, où le RDPC a quasiment tout pris, sans forcément respecter ce qui était prévu par la réglementation. Vous avez, il y a des... Sans que ELECAM ne s'en offusque. Donc il y a des dysfonctionnements comme ceux-là qui sont de nature à entacher l'élection. Le RDPC aurait pu, de manière sereine,
aller à cette élection, éviter tous ces petits manquements-là. Donc, je veux dire que c'est tous ces éléments qui peuvent décrédibiliser l'élection. Mais de là à penser que l'élection va être totalement, partiellement reprise dans le temps du territoire, ça me surprendrait. Mais il y a un ensemble d'irrégularités qu'on aurait pu éviter si le gouvernement, le RDPC, avait abordé cette élection avec un nombre de sérénité, sans prêter le flanc à la critique telle qu'ils l'ont fait depuis que ça a commencé. Alors, jusqu'où peut prospérer une telle démarche, une demande d'annulation partielle ou totale? On verra bien. Et puis, les contentieux sont en train d'être rédigés pour être déposés devant le Conseil constitutionnel, mais on verra bien jusqu'où ça pourra aller. Mais comme le dit Guy Hervé Fongan, ce serait avec surprise que le Conseil constitutionnel donne crédit à ces revendications. On aurait pu éviter ça. Parce que Guy Hervé Fongan parle de choses qu'on aurait pu éviter, mais moi je dis qu'on a aussi vu des incongruités. Non seulement on a vu effectivement cet affichage excessif qui démontre la toute-puissance toute puissance de l'État actionnée derrière un candidat dont on a vu des affiches partout à travers toute la République. Et seulement l'autre l'autre curiosité, c'est que pourquoi ne pas avoir déterminé la somme allouée à chaque parti avant la distribution et estimer que la somme à donner à ces partis est la moitié de la caution qu'ils ont versée. Bon, moi je me souviens, j'ai vu une caricature dans un de nos journaux où on a caricaturé le chef de l'État en disant que l'élection n'est pas comment est-ce qu'on appelle ce truc de Yaoundé là, la MIDA n'est pas la MIDA où tu viens déposer 30 millions pour gagner 300 millions. Mais non, plus sérieusement, je vais dire que les choses auraient pu être mieux sérieusement, aurait pu être mieux mené si on avait dit que les frais de campagne, bien la cagnotte destinée à la campagne est de 100 millions, 150 millions, ça aurait été plus agréable pour tous. On a vu certains partis n'ont même pas touché à ces fameux 15 millions. Notamment le MRC. Notamment le MRC, mais plus grave. Moi, ce que j'ai enregistré comme incongruité, c'est ces cotisations nationales qui ont été enregistrées pour le RDPC à travers tout le Cameroun. On a vu des régions entières, des élites entières venir cotiser des centaines de millions de francs pour un seul candidat. Moi, j'ai trouvé cela incongru parce que ça ne s'est jamais vu dans aucun pays au monde. Et moi, je crois que le Cameroun aurait pu se passer d'une telle incongruité. On veut bien que les élites de ce pays manifestent leur engagement derrière le client, mais on n'a jamais vu autant de gouverneurs, autant de préfets, autant de directeurs généraux, autant de ministres venir cotiser des centaines de millions devant tout à Mondiovision pour leur candidat. On n'a jamais vu ça. Et moi, je pense que c'est une incongruité dont on aurait pu se passer. Relativement à cela, toujours, dit Hervé, le journal Le Messager ce matin nous fait savoir que les évêques sont montés au créneau et dénoncent une fraude massive lors de cette présidentielle. Ils s'y mêlent, eux aussi, les évêques. Oui, je suis un peu embêté, justement, même de quoi est-ce qu'ils se mêlent, ces évêques. Je veux dire que, moi, non, honnêtement, je me serais attendu de la part des religieux comme ceux-là, qu'ils aient un discours d'apaisement, qu'ils aient un discours de... c'est ce qui est dit. Il y a un discours d'apaisement. En tout cas, ils ne reviennent pas, à mon sens. Ils demandent aux uns et aux autres de respecter le résultat qui sera déclaré, de ne pas prêter le flanc à toute déstabilisation. Il ne revient pas aux évêques de mettre de l'emphase sur ce que les candidats eux-mêmes ont déjà dit. Je crois que c'est contre-productif. Mais il faut noter qu'ils avaient des observateurs électoraux sur le terrain. N'empêche, le discours qui attendait les évêques, c'est un discours de réconciliation, d'apaisement, de paix, etc. Je crois que les candidats ont suffisamment dénoncé les irrégularités pour que les évêques en rajoutent davantage. Ce n'est pas de nature à peser et ramener la sérénité au sein des populations. Je pense que, à mon sens, ils devraient, les évêques, rappeler. On a des candidats qui ont déjà commencé à dire qu'ils ont gagné l'élection, etc. Même si maintenant on veut nous embrouiller dans un glissement sémantique compliqué, comme quoi où on voulait croire que c'est parce qu'il voulait exactement dire, etc., le tireur de penalty. Je pense que avec le discours, avec la rhétorique tribaliste qui commence à avoir pignon sur rue, sur les réseaux sociaux, qui se déploient même déjà dans la vraie vie, moi, personnellement, je me serais attendu à ce que les évêques soient plus prolixes sur ce terrain-là,
appeler les gens à la calmie. Il y a un discours tribal qui est de plus en plus dominant, la rhétorique est de plus en plus violente. Au niveau des homélies, etc., etc. C'est à ce niveau, à mon sens, que les évêques devraient entrer en scène pour que les populations réapprennent à vivre ensemble, qu'il y ait une véritable cohésion sociale, pas de mettre de l'emphase, c'est tout ce que les candidats disent. Vous estimez qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Les candidats ont dit que les gens étaient... On précise que... Il n'a pas amplifié ce qui est déjà dit, à mon sens. Le quotidien Émergence abonde dans le même sens et parle de la conférence épiscopale qui fustige les fraudes et les nombreuses irrégularités. Oui, mais fustige les fraudes. Fustigeant les fraudes, ça c'est pour chauffer la tête des populations. Fustige les fraudes et fustige les irrégularités, c'est prendre ouvertement position. Parce que je veux bien croire que la conférence épiscopale ait pu envoyer sur le terrain des observateurs. Mais ces observateurs, est-ce que la conférence a pu les envoyer sur toute l'étendue du territoire? Ils ont constaté, ils disent, le ministère de l'administration territoriale a par exemple réduit le nombre d'observateurs chrétiens accrédités pour cette élection. Cela veut donc dire que leur point de vue ne peut être subjectif, il ne peut pas être avoir une vue holistique de tout ce qui s'est passé à travers le Cameroun d'un et de deux. Moi, je pense que la conférence épiscopale souffle un peu le chaud et le froid après avoir dénoncé de façon virulente ce qu'elle considère comme des irrégularités et des manquements et tout. Elle termine son communiqué en disant non, on demande à tout le monde de rester tranquille et que nous devons respecter. Vous ne pouvez pas donc avoir chauffé la tête des gens en leur disant que non, c'est faux, c'est mauvais, c'est si ils ont fait ont fait ça, et ensuite dire non, écoutez, restez tranquille, c'est la paix. Non, c'est trop facile. Donc moi, c'est pour ça que ça tourne tout simplement à un jeu trouble de souffler le chaud et le froid. Et moi, je pense que ce n'est pas la fonction de la conférence épiscopale. Mutation ce matin, restant sur la présidentielle, nous parle du tiercé gagnant sans le Social Democratic Front. Que s'est-il passé avec ce parti? Le journal tente d'apporter un décryptage, mais s'appuyant sur les premiers éléments de sa possession, on constate donc cette régression historique du Social Democratic Front. Guillaume Foncan. Non, je voulais dire que mutation fait dans le vaudou et de la science-fiction. Jusqu'à peu de contraire, je n'ai pas souvenance parce qu'il y a des procès-verbaux contradictoires qui proviennent des villes. À chaque fois, vous avez une même ville, par exemple, le nord, le septentrion, qui est la partie la plus prisée, dont on dit que l'élection se gagne là-bas et pas ailleurs. Vous avez bien vu, constaté comme moi, que vous avez trois tendances totalement différentes qui donnent un vainqueur à chaque fois que, selon le camp qui publie l'information, qui relaie l'information. Non, j'ai envie de dire que mutation fait de la science-fiction ce tiercé gagnant, même s'il y a quelques tendances lourdes qui peuvent se dégager. Je préfère adopter une prudence assez rhétorique pour dire que vous voyez le SDF dans le trio de tête, par exemple? Pourquoi pas? Ce serait à mon sens légitime. C'est quand même le parti, quoi qu'on dise, a le meilleur maillage électoral sur l'étendue du territoire. C'est le parti qui a, après le RDPC, qui a le plus de représentants possible. Je voulais rappeler aux gens que c'est pas en mobilisant les gens qu'on a forcément gagné une élection. Rappelez-vous, il y a quelques années, François Fillon avait mobilisé 100 000 personnes au Trocadéro, mais il a perdu l'élection au finish. Donc c'est pas parce qu'on a... Souvenez-vous de l'époque du Trocadéro en France. Ça avait été je vais dire une mobilisation inédite où on n'avait jamais vu autant de monde au Trocadéro, mais il a perdu au finish. Donc c'est pas pour dire que c'est pas la foule forcément qui fait gagner une élection. Donc il faut rester prudent. On connaît les raisons pour lesquelles il avait perdu. Parce que les indicateurs sur lesquels les uns et les autres peuvent se baser, c'est la capacité des uns et des autres à faire foule. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le titre de mutation pour vous. Je pense qu'il faut le tiercé gagnant sans ça. C'est prématuré selon vous. Jusqu'à hier encore, je crois que jusqu'à hier encore, les commissions se réunissaient pour construire les dépouillements des procès-verbaux reçus. Donc, ce serait surréaliste. Là, c'est parlé aussi un peu comme l'état du Cameroun. Donc, on attend. Sachant aussi que, selon les technologies en possession, on peut dire, ou certains peuvent dire, c'est même dans les QG de partis politiques, à cette étape, à quoi ressemblent les différentes tendances, et c'est là-dessus que s'appuie le journal Mutation pour dire ce tiercé gagnant
il sera sans le Social Democratic Front. Non, moi c'est difficile. Moi je n'irai pas, je ne suis pas tout à d'accord avec ce titre. Et bon, quand on parle même de nouvelles technologies, vous voulez dire que, par exemple, les procès-verbaux de Koussiri qu'on envoie à Marois pour être acheminé à Yaoundé, qu'on envoie uniquement par WhatsApp ou par... Non, vous savez très bien ce qu'on peut faire aussi avec les fichiers qui sont que l'on reçoit et que l'on peut forwarder. Non, je pense que il vaut mieux être prudent. Quand Guy Hervé Fongan parlait de mobilisation tout à l'heure et de candidats qui mobilisent tout le monde équipé à l'élection, j'ai vu où se tourner son regard. Mais moi, je pense tout simplement que on en est encore au comptage, on en est encore à l'évaluation. Il n'est pas... Mais même au sein du Social Democratic Front, vous semblez faire mentir ceux même qui au sein du Social Democratic Front reconnaissent que cette élection n'est pas gagnée, mais non seulement n'est pas gagnée, mais que le parti risque de faire son pire score, puisqu'il y a de nouvelles forces qui semblent avoir supplanté le parti au passage. On note cette sortie par exemple du SDF Germany, SDF Allemagne, qui constate clairement l'échec du Social Democratic Front, mais surtout qui demande au chairman John Fundi une refondation et qui appelle le candidat Joshua aussi à prendre sa responsabilité, surtout assumer cet échec. C'est-à-dire à démissionner. Non, vous savez, le SDF Germany, il est assez loin du Cameroun et sa vision des choses n'est pas forcément celle des militants d'ici. Je pense que, comme dans toute formation politique, il y a des ultras, il y a aussi des gens qui sont au centre, il y a aussi des gens qui pensent être des modernistes ou bien qui veulent que les choses évoluent. Donc, peut-être que vous parlez, vous voyez le SDF premier, par exemple? De toute façon, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je dis tout simplement que les procès-verbaux sont en train d'arriver. On sait que on connaît d'office que la grosse machine du RDPC a toutes les chances d'être premier. Vous savez très bien. Mais seulement, le problème, c'est de savoir le deuxième, mais avec quelle marge. Bon, le problème, c'est de savoir aussi le troisième ou le quatrième. Mais toujours est-il que quand on parle de tiercé gagnant ou de quartier gagnant, on va bien voir. C'est seulement après les dépouillements. Toujours est-il que, moi je persiste à le dire, il y a des tas de tendances qui sont balancées, mais des tendances qui sont plus ou moins contradictoires. Dans certaines tendances, on place le MRC premier dans le littoral, le RDPC deuxième et le troisième, le parti Univers. D'autres placent le RDPC premier, le SDF deuxième et tout ça. C'est-à-dire que c'est tellement contradictoire que moi je pense qu'il est préférable de rester circonspect et d'attendre que les choses... C'est vrai que les gens sont pressés de savoir comment ça va se passer, les gens sont pressés de savoir qui va gagner, mais vous savez qu'il y a aussi une sorte de guerre des chiffres qui est là en réalité pour mettre les consciences en ébullition. Non, mais je voulais simplement dire qu'il faut rester prudent avec les chiffres balancés dans les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve, dans mon village par exemple, où beaucoup d'opérateurs économiques se sont investis, d'hommes d'affaires, etc., pour battre campagne pour le RDPC. La chefferie ici est même mêlée. Vous avez dans par exemple, le bureau de vote, qui a été voté non loin le bureau de vote qui était non loin de la chefferie, vous avez 3 procès-verbaux différents. Et des gens qui disent avoir été dans la salle. Donc il faut faire très attention et bon, parce que vous avez des gens qui estiment que les consignes des élites ont été suivies, le chef avait son camp, etc. Les élites avaient leur camp, et les populations avaient leur camp. Donc du coup, ça laisse un peu dubitatif sur ce qu'on reçoit sans forcément avoir été. Et donc je dis il faut prendre tout ce qui est relayé avec suffisamment de pincettes, parce que selon qu'on est dans un camp ou dans l'autre, on peut manipuler. On cherche à manipuler. Et on manipule même. Souvenez-vous de l'épisode ivoirien que les Camerounais ont beaucoup relayé sur les procès-verbaux qui étaient balancés sur la toile. La plupart du temps, on n'avait rien à voir avec la réalité. Souvenez-vous de l'épisode du Haut-Ougoué, où il y avait plus de votants que d'inscrits. Et c'est passé comme ça. Il a fallu que les gens lucides puissent déceler la faille et remettre la problématique sur la table. Donc, il faut être très prudent dans ce qui est relayé, même si honnêtement, on peut quand même remarquer que tout ce qu'on a reçu, que ce soit vous et moi et les autres, il y a quand même une tendance lourde. Il y a quand même des gens qui viennent plusieurs fois en tête ou deuxième. C'est que moi, contrairement à la mutation, moi me laisse penser que l'année prochaine, les choses vont se passer de manière différente.
Parce que, quel que soit le vainqueur de cette élection, au niveau des municipales et les législatives l'année prochaine, ça va se jouer très très serré. Il y a de nouveaux partis qui sont montés en puissance. Des gens qu'on prenait pour les étudiants hier, aujourd'hui semblent donner le temps et avoir droit de citer. Donc, vous avez l'année prochaine une nouvelle typologie de personnes comme ça qui vont réapparaître au goût du jour et qui vont dicter le tempo, et on aura une nouvelle cartographie politique. Rien ne sera plus comme avant. La majorité obèse de l'Assemblée nationale, à mon sens, doit être remise au calendrier grec. Et même Guy Fongan, il y aura plus de jeunes qui vont s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on a beau dire, il y a une foule. Qui iront plus loin, qui vont militer pour les postes de députés, maires et consorts. Il y a une foule. Ils ne vont pas que s'inscrire. Dans cette grande foule, il y a beaucoup de gens. Vous êtes dans les projections. On aura le temps d'y arriver en attendant sa résultat pour savoir le classement définitif du Social Democratic Front. Sera-t-il dans le tiercé de tête, le tiercé gagnant, comme l'a dit, mutation ou pas? On va évoluer et évoquer cette fois-ci la littérature et cette sortie de Jacques Famdongo qui décrypte le phénomène Paul Biya. C'est dans le journal Info Matin et qui nous dit dans un essai, le MINESUP démontre que le chiffre 4 structure tout simplement le fonctionnement atypique du chef de l'État depuis sa naissance jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Voilà une autre sortie littéraire du professeur Jacques Famdongo. Cette forme de littérature Guy Hervé Fongan, Éric Martial Diomon, c'est ce qu'on appelle le panégyre, la dithyrambe. On n'a jamais vu autant de superlatifs et autant d'agencements métaphysiques. Et même, on parle même d'agencement sémiotique. Non, vraiment, je pense que le professeur Jacques Famdongo, que l'on connaît comme un grand zélateur du régime, comme un apparatchik confirmé, il n'avait pas besoin de sortir un panégyre aussi bon, je refuse de le qualifier en cette période post-électorale, ou encore électorale même, parce que les résultats ne sont pas encore sortis, dans lequel il nous peint le président Paul Biya, monsieur Paul Biya, comme un demi-dieu qui était destiné à devenir le chef de l'État. Tout chez lui inscrit, il dit même que son nom, c'est 4 lettres, son prénom, c'est 4 lettres, mais il oublie qu'il y a un deuxième prénom, Barthélemy. Il a oublié de parler du prénom de Barthélemy. Donc moi, je pense que ce genre de littérature... Et le Vendor. Non, Vendor, c'est le nom de son père. J'ai dit son prénom. Son nom, Paul Barthélemy Biya. Contenu dans son acte de naissance. Alors moi, je pense que, de mon point de vue, ce genre d'essai de 140 pages, il aurait pu attendre que l'élection se passe, que M. Paul Biya gagne son élection et qu'il continue. Mais je me pose une question. Je ne sais pas je ne sais pas comment le président Paul Biya lui-même apprécie ce genre de littérature sirupeuse à son endroit. Mais moi, je pense que pour le grand public, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont acheter. Alors, quelle appréciation est-ce que vous en faites, Guy Hervé? Je suis, contrairement au doyen, je suis agréablement surpris. C'est de très bonnes guerres. Vous savez, on a fait le reproche à l'Afrique d'avoir une tradition orale, une littérature qui est très orale. Je ne sais pas pour vous, doyen qui est ici, le doyen justement, comme on aime à l'appeler, combien de livres il a eu à voir sur Amadou Ahidjo. J'en ai pas vu beaucoup. Je me souviens peut-être comme ça au passage de La Flamme et la Fumée d'Henri Bandolo, qui évoquait quelques passages sur l'ancien président. Je pense qu'on a besoin, la génération à venir a besoin de savoir ce qui s'est passé, qui était non, au contraire, je suis plutôt très heureux qu'on ait ce type de production. Et vous estimez que ça peut ça peut aider les étudiants en Sciences Po, ça peut aider les étudiants en droit, etc. C'est de bonne guerre. J'ai les camarades de classe qui ont fait des masters il y a quelques années sur les grandes ambitions, qui ont fait des thèses doctorats sur d'ailleurs François Mamoudom, sur les silences du président, etc. Donc je pense que ça donne du matériau aux apprenants et aux chercheurs de poursuivre la recherche, et aux autres et à la postérité de se connaître qui était le président Paul Biya. Donc ce n'est pas mauvais, c'est bien qu'on connaisse ce type de documents, parce qu'il y aura une vie après Paul Biya évidemment. Et donc c'est bien que les universitaires prennent leur responsabilité, parce que la belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc un universitaire, un écrivain, un chercheur ne peut que produire ce type de documents
qu'on pourra léguer à la postérité. Ceux qui viendront après seront au moins que, et puis je veux dire que le prénom de l'ancien, que le prénom du président avait quatre lettres. 4 lettres et qui son nom 4 lettres. Son nom du 4 point de lettres. vue de la symbolique pouvait révéler un certain nombre de choses. Le prédestiné à devenir président de la Et République. puis ça peut, par exemple, donner du contenant à la fameuse phrase du président quand il rappelait que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Voilà. Peut-être qu'il y a un nombre d'éléments dont les gens souhaiteraient comprendre qu'est-ce qui singularise ce type de personnage. Et donc, ce type de publication vient à point nommé et permet à la postérité de savoir qui était le véritable président. C'est bien pour la recherche, c'est bien pour on va sortir bien pour les peut-être laboratoires. un mois, une minute, 30 secondes là-dessus, Camille. Non, c'est bien pour la postérité, c'est bien pour la la recherche, mais c'est pas bien pour la santé mentale aussi. Allez, merci messieurs, merci d'être venus. Demain sera notre jour, nous serons là pour notre numéro de la revue des Grandes Unes. Merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur. Au revoir et surtout très bonne suite sur Equinox Télévision.